Je vais maintenant passer la parole à Romain Hillet. Donc, Romain est notaire en Gironde depuis une quinzaine d'années. Il a été membre de l'équipe du congrès de cette année, 2022 à Marseille, qui était consacré justement à l'ingénierie territoriale. Et donc, il a travaillé dans la commission de l'ingénierie territoriale au service du projet immobilier. Il est branché, si je puis dire, il a une appétence pour le droit de l'environnement et il est même notaire, conseil en aménagement et en environnement. Je pense que vous ne devez pas être très nombreux, vous nous en direz certainement quelques mots. Et en parallèle de cela, il a un engagement qui est lié à cette appétence puisqu'il est coproducteur du festival Climax à Bordeaux, qui organise à la fois des conférences sur les enjeux climatiques et environnementaux, et puis pour se détendre, le soir des concerts. Et donc, on est très heureux de l'accueillir et de lui passer la parole pour une quinzaine de minutes. Bien. Merci à tous et je remercie plus précisément Philippe Lavex pour l'invitation qu'il m'a faite d'intervenir dans ce webinaire. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai donc été membre de l'équipe du 118e congrès des notaires de France qui s'est tenu à Marseille il y a un mois et demi. Ce congrès n'a pas élaboré de propositions en matière de droit de l'environnement très précises, si ce n'est que dans la proposition qu'on a faite pour l'amélioration de la fiducie, on avait introduit la nécessité de créer une fiducie à caractère environnemental, mais c'était tout. En revanche, dans le rapport, on a, au sein de la première commission, énormément écrit sur les problématiques et la contrainte environnementale qui doit aujourd'hui s'appliquer à tout nouveau projet immobilier. On est notamment sur la réhabilitation des sites pollués et le moyen pour mener à bien cette réhabilitation lorsque nous avons, par exemple, un exploitant qui est défaillant. Je rebondis sur ce que disait Monsieur Jacquet au sujet des îlots de fraîcheur en ville. Vous le savez, la loi climat et résilience du 22 août 2021 a mis en exergue l'objectif de zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que à terme, on ne doit plus artificialiser de sol pour construire. Dans les 10 prochaines années, l'objectif est d'ailleurs que cette artificialisation soit inférieure de plus de moitié à ce qu'elle a été au cours des 10 dernières années. Cet objectif fait donc poser une contrainte très lourde sur les décideurs au sein des collectivités qui délivrent les autorisations d'aménager et de construire. Donc, on a tous bien en tête qu'aujourd'hui, la solution pour bâtir du logement, pour créer du logement, parce qu'il existe de telles tensions sur le marché immobilier qu'il faut construire des logements, la solution est donc la réhabilitation d'anciens sites de friches industrielles, commerciales, d'activités, qui sont aujourd'hui en train de plus ou moins, pour certaines d'entre elles en tout cas, péricliter. Il faut donc réhabiliter ces zones pour pouvoir créer de nouvelles unités d'habitation, de nouveaux quartiers. Mais pour autant, dans ces zones, il y a qui sont déjà généralement artificialisées au maximum. On ne pourra pas rester pour tout ce qui a été dit par M. Handel à l'instant sur les îlots de chaleur, etc. Il va falloir ramener de la fraîcheur. Donc, il va falloir créer des îlots de fraîcheur, des îlots végétalisés qui vont être en mesure d'apporter cette climatisation naturelle. Alors, ça, les autorisations d'urbanisme le prévoiront. Ce qui peut nous intéresser, c'est la gestion à plus ou moins long terme de ces îlots. On va tout d'abord imaginer que c'est la collectivité qui va devenir propriétaire de ces assiettes foncières-là et entretenir, gérer, planter, replanter, le cas échéant, de manière à avoir soit une micro-forêt, par exemple, soit, enfin bref, une zone végétalisée au cœur d'un nouveau quartier. Mais je crois qu'on peut aller un petit peu plus loin et faire un petit peu mieux. Et en tout cas, il y a un outil dans le Code de l'environnement qui est né lors de la loi du 8 août 2016. Et cet outil juridique s'appelle l'obligation réelle environnementale.
que l'on désigne sous l'acronyme DORE ou ORE. L'obligation réelle environnementale, c'était quoi? Alors, je ne vais pas vous relire in extenso l'article L132.3 du Code de l'environnement qui le définit, mais au moins son premier alinéa qui nous dit ceci. Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Donc reprenons. Nous avons un contrat qui va permettre à une collectivité, par exemple, de surveiller ou d'inciter, de surveiller et de contrôler les actions de protection de l'environnement que le propriétaire s'est engagé à faire au terme de ce contrat. Si je reprends mon exemple de zone d'aménagement concertée qui serait instaurée sur une ancienne friche individuelle ou commerciale, on pourrait très bien imaginer, me semble-t-il, en tout cas, que dans un tel cadre, une partie de cette assiette foncière soit destinée à devenir la propriété d'une association syndicale des propriétaires de cette zone et qui aurait l'obligation de souscrire une obligation réelle environnementale avec l'autorité administrative qui a délivré les autorisations, alors souvent une intercommunalité, voire une métropole ou la mairie éventuellement. Et donc, cela permettrait à tous les acteurs de cette zone de concevoir cet îlot de fraîcheur au sein de ce nouveau quartier et avec l'appui de la collectivité et sous son contrôle, de pouvoir suivre l'évolution de cette zone qui serait soumise à donc cette obligation réelle environnementale et donc assurer dans ce nouveau quartier eh bien, que cet îlot de fraîcheur ait une certaine pérennité parce que le contrat d'obligation réelle environnementale peut être conclu pour une durée qui peut aller jusqu'à 99 ans. C'est ce que la durée maximale des droits réels que l'on connaît dans la typologie des droits réels du Code civil, qui ne sont pas autres que la propriété, en tout cas. Donc, on peut avoir là une vision de long terme, avec l'appui de la collectivité qui n'a pas à portée de foncier et donc à entretenir elle-même et qui peut déléguer ça et simplement avoir le contrôle, ou en tout cas la maîtrise des opérations, puisque dans ce contrat d'ORE, celui qu'on désigne comme le créancier, c'est-à-dire la collectivité, en l'occurrence, dans mon exemple, va avoir le contrôle pour bien s'assurer que le propriétaire met bien en œuvre les mesures qui ont été convenues dans le contrat, mesures qui vont avoir peut-être de la captation de carbone, évidemment, mais aussi d'une certaine recréation ou renaissance de biodiversité, de la survie des arbres, etc., et de toutes les plantations qui ont été faites et leur développement. Et on sait, et les graphiques que vous avez montrés, M. Handel, sont particulièrement éloquents sur ce sujet, les images que vous avez montrées, on voit bien que la fraîcheur dans ces îlots-là, elle est préservée et qu'elle profite à tout entourage. Donc, je pense que là, on a, avec cet outil, le moyen de désengager un petit peu la collectivité qui a bien d'autres missions à mener, de confier aux habitants, à ceux qui sont vraiment les acteurs de l'animation de cette zone, le maintien, le bon usage et surtout la bonne efficacité des mesures qui ont été prises ou en tout cas qui ont été définies contractuellement entre les propriétaires d'une part et la collectivité d'autre part. Et comme je le disais, la collectivité a dès lors simplement, en tant que créancière de ces obligations, la mission de contrôler
éventuellement, si vraiment les choses se passent mal, si évidemment l'une des deux parties, le débiteur, ne remplit pas ses obligations, la collectivité peut demander la résiliation du contrat et reprendre ta main. Et ça, bon, c'est quand même l'issue qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Mais en tout cas, je pense que cet outil d'obligation réelle environnementale, même s'il a été a priori conçu pour des espaces beaucoup moins urbains, on va dire, peut trouver là une réelle utilité et qui, à mon sens, a le double intérêt, encore une fois, de faire participer les habitants, les propriétaires d'une zone à leurs conditions de vie, à l'amélioration de leurs conditions de vie, et aux collectivités, d'autre part, de surveiller ce qui se passe, de contrôler, de vérifier, sans pour autant être elles-mêmes engagées dans le processus d'entretien, de création de ces îlots de chaleur. Ça me semble être une piste intéressante. Je serais assez impatiente d'entendre ce que M. Chaplon va avoir à nous dire sur ce sujet. Mais il y a là, je pense, encore une fois, une clé pour que des opérations d'aménagement et de création de logements puissent maintenant se réaliser avec une véritable participation des habitants, des propriétaires, et sans refaire les erreurs, renouveler les erreurs qui ont été faites depuis quelques années en matière d'urbanisme. On a effectivement d'immenses dalles de béton qui sont des sources de chaleur qui rendent de la vie très compliquée. Et nous l'avons vu encore l'été dernier où certaines villes, à commencer par Bordeaux pour l'exemple que je connais le mieux, la vie était vraiment très très difficile. Donc je ne cesse à titre personnel de faire la promotion de l'obligation réelle environnementale, qui n'est pas pour l'instant un très grand succès parce que peu ont été régularisés et il s'agissait essentiellement d'ORE pour faire de la compensation environnementale, c'est-à-dire qu'on allait faire ailleurs, on allait réparer ailleurs les dégâts qu'on causait sur un nouveau projet. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette technique-là. Merci, merci beaucoup Romain. Pour ma part, j'ai été maire pendant 16 ans, j'avais jamais entendu parler de cette obligation réelle environnementale. C'est un sujet extrêmement intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur les questions-réponses sur l'aspect collectif de la façon de lutter contre les effets de ce réchauffement urbain. Merci en tout cas Romain pour ces explications et cette découverte.